Once again. Salut à tous et bienvenue sur Wrestling Clinic. Bienvenue dans ce deuxième épisode spécialement consacré à la grande série de la Monday Night War qui va nous emmener de septembre 95 à mars 2001. Comme la semaine dernière, je suis accompagné de mon vieil acolyte depuis 2002, Dimitri. Dimitri, bonjour. Bonjour à tous. Et aujourd'hui, contrairement à la semaine dernière où il n'y avait que Nitro pour le premier épisode de Nitro, et bien cette semaine on a Monday Night Raw et Nitro. Donc on va vraiment être capable de plonger dans le cœur de cette Monday Night War et de voir vraiment comment les deux shows peuvent se comparer. Alors le Monday Night Raw d'aujourd'hui, il a été enregistré le 28 août 1995. Donc diffusion le 11 septembre, enregistré le 28 août. On est dans l'Ohio, on est devant seulement, et alors ça, il faut comprendre que la WWE à l'époque était vraiment au bas de l'échelle, devant 1600 personnes, et ce show a fait un rating de 2.5. On verra un petit peu comment ça se compare avec Nitro. Le show il commence avec un recap du SummerSlam 95 dans lequel Shawn Michaels et Razor Ramon se sont affrontés dans un grand match de l'échelle. Et on nous annonce un petit peu la carte du soir. Donc on va voir Shawn Michaels contre Sid, on va voir le British Bulldog contre Razor Ramon. Donc on a déjà deux gros matchs de calibre. Et on enchaîne direct avec le premier, donc Razor contre le Bulldog. C'était un match relativement classique, c'est du catch propre. On a notamment une très belle souplex du British Bulldog où il maintient Razor Ramon à la verticale. La foule est bien dedans, notamment des gamins au premier rang là qui courent un petit peu dans tous les sens. Oui, pour insulter les mecs. Razor Ramon il a fait un military press sur le British Bulldog qui a fait un military press sur Razor qui était méga impressionnant. J'ai trouvé que ce premier match, alors tu l'as dit, je trouvais un plutôt bon match de catch là pour du weekly. Je trouvais que c'était mieux si là on commence à rentrer dans les comparaisons entre Raw et Nitro. J'ai trouvé qu'il y avait quand même plus de travail sur la psychologie du truc et sur tu disais que la foule était bien dedans et je trouve que c'était une grosse différence par rapport à notamment ce qu'on a vu la semaine dernière avec Nitro, c'est qu'il y a quand même un peu plus d'emphase qui est mis sur l'établissement des personnages. Là il y a un heel turn du British Bulldog. Je trouve qu'ils prennent le temps de construire. Le temps imparti c'est à peu près le même qu'un match classique à la WCW, mais je trouve que il y a plus de temps pris au sein même du match pour cultiver un petit peu les personnages, pour construire davantage de trucs en termes de storytelling. Le British Bulldog là il est heel depuis peu. Je trouve qu'il joue avec la foule et je trouve que ça marche. Ça il y a un peu plus de patience au sein même d'un match qui dure à peu près la même durée qu'un match classique à Nitro. Je trouve que ça m'a assez frappé par rapport au premier Nitro qu'on a vu. C'est qu'il y avait il y a un peu plus de patience, un peu plus de pas de professionnalisme, mais il prenait vraiment beaucoup plus le temps d'établir ce qu'il voulait établir. Disons qu'ils ont aussi la possibilité de prendre plus de temps parce qu'ils établissent moins de choses. Oui, dans ce show-là, il y a le Razor, British Bulldog et le 1-2-3 Kid, et sinon en main event il y a Shawn Michaels et Sid, mais c'est à peu près tout le reste c'est à mettre si t'enlèves tout le reste tu rates rien du tout, alors que Nitro presque tout a son importance. Donc c'est mais clairement il y a deux produits qui sont très très différents. Dans ce match il y a une intervention de Dean Douglas qui essaye de casser la gueule de Razor Ramon après un ref bump. Quand est-ce qu'il intervient? Oui, il intervient après le Razor's Edge qu'il a fait sur le Bulldog. Alors putain, je sais pas si t'as... Donc, dans la version j'ai pas envie d'aider mon pote. Oui. Razor Ramon qui fait son Razor's Edge, le Bulldog ne l'aide absolument pas et le mec il le soulève de tout son poids et je sais pas comment il est arrivé à le faire, franchement. Oui, non, c'est deadweight complet quoi. Ouais. Le mec il le tient immobile pendant au moins 5 secondes, c'est extrêmement long quoi. Il doit de tout son poids, enfin bref, c'était franchement remarquable qu'il ait réussi à le faire pour pas que ça foire la fin du match. Ensuite il y a le 1-2-3 Kid qui arrive
pour qui intervient aussi. Putain, je me perds dans mes notes. Mais oui, c'est ça, c'est qu'en fait c'est contré par Douglas, ouais. Oui, c'est ça. Donc du coup, l'intervention de Douglas, vu qu'elle a lieu pendant le ref bump, elle est pas captée par l'arbitre, mais celle de 1, 2, 3 Kid, qui est beaucoup plus noble parce qu'il vient aider Razor Ramon, elle est captée. Du coup, c'est Razor Ramon qui est disqualifié, et donc on poursuit cette storyline du 1, 2, 3 Kid qui coûte le match à Razor Ramon. Exactement. Et d'ailleurs, à ce moment-là, j'ai déjà écrit dans mes notes que Vince McMahon me saoule à hurler comme un putois dans tous les sens. Et c'est pour ça que je regarde pas NXT, quoi. C'est parce qu'il y a l'autre, là, Rinaldo, là, qui hurle pour tout et n'importe quoi. C'est moi, franchement, c'est pénible à regarder, quoi. Bah, la différence entre Mauro Ranallo, là, NXT, et Vince à Raw 93, c'est que à NXT, on va dire qu'il y a de quoi crier, même si je suis pas du tout pour qu'il hurle constamment. Non, mais tu es d'accord avec moi. Enfin, je veux dire, il y a les combats NXT sont quand même de grande qualité. Il y a quand même des choses qui sont quand même assez excitantes. Alors, je trouve qu'il est surexcité et que du coup, ça dessert le produit. Mais là, quand le mec, quand Rinaldo il hurle sur un Street Profit contre je sais pas qui en opener d'un show hebdomadaire, les Street Profits sont merveilleux. Les Street Profits sont merveilleux. Non mais qui hurle sur les Near Falls d'un Gargano Call à Takeover, oui. Qui hurle dans un opener de NXT chaque semaine, non. Je suis d'accord avec toi, je viens un petit peu au secours de Ranallo en disant qu'il est quand même face à un très bon produit, et donc son excitation, elle est entre guillemets un petit peu plus légitime que celle de Vince sur un Raw de 1995. Oui. Oui. Oui, d'accord. Toujours est-il que la fin de ce match, elle est un petit peu confuse parce qu'il n'y a pas de musique. Oui. Donc c'est vrai que la musique, c'est un petit peu un espèce de réflexe pavlovien, là, comme ça, où quand il y a une fin de match, pour vraiment qu'elle soit validée, il y a la musique qui joue derrière. Quand il y a un résultat sans la musique, c'est toujours un petit peu chelou. Et on enchaîne donc avec l'explication qui s'impose entre Razor Ramon et le Kid, parce qu'il lui a coûté le match. Donc il y a Vince au milieu du ring, et ça j'ai bien aimé que ce soit à Nitro ou à Raw, que les interviews soient faites par un intervenant qui est avec les mecs dans le ring. Ça fait plus, un modérateur, ça fait plus sport, ça fait plus encadré, ça fait moins foire à la saucisse où n'importe qui vient parler et finalement on sait pas trop pourquoi, parce que quand les mecs débarquent tout seuls dans le ring, en fait, en voyant ça maintenant d'il y a 24 ans, je me dis que n'importe qui peut prendre la parole et que ça pourrait être le bordel, tu vois. S'il y a 3 mecs qui se disent moi j'ai envie de commencer avec une interview en début de show, théoriquement, voilà, ils pourraient le faire et ce serait le bordel, alors que là vraiment les interviews et la prise de parole est encadrée et elle est donnée par des figures d'autorité. C'est ça, voilà, moi j'ai bien aimé. Donc qu'est-ce qu'il y a? Alors à ce moment-là, ouais, ce qui m'avait un petit peu saoulé aussi, c'est que Jerry Lawler, il arrête pas de parler pendant l'interview. Oui. Donc il y a 3 mecs dans le ring qui sont en train de parler, Vince McMahon, le Kid, Razor Ramon, et en plus de ça, t'as Jerry Lawler qui essaye de donner un petit peu ses commentaires, qui vraiment surchargeait le truc, sauf quand il a décrit le QI du Kid, qui est le même que sa pointure. Son QI est équivalent à la taille de ses chaussures, quoi. Ça fait partie de mes notes aussi. Ouais, donc t'as le Kid et Razor Ramon qui se rejettent un petit peu la balle, et puis qui finalement 1, 2, 3 Kid lui dit qu'il le challenge la semaine prochaine pour que enfin il le prenne sérieusement, parce que depuis sa victoire en 1993, on rappelle que c'était la grosse surprise où le Kid avait battu Razor Ramon, malgré sa victoire d'il y a 2 ans, eh bien, il a le sentiment qu'on ne le prend toujours pas au sérieux, et donc il aimerait l'affronter et le rebattre. Il lui dit qu'il va le rebattre pour que finalement on le prenne quand même au sérieux. Au début, Razor, il a un petit sourire en coin, genre oui, bon, t'es mon copain, mais bon, t'es bien gentil, hein, je veux dire, des mecs comme toi, j'en mange 2 au petit-déj, mais finalement, il accepte quand même. Ouais, moi j'ai trouvé que cette promo, bon déjà j'ai un problème avec le 1, 2, 3 Kid parce que je trouve que sa voix ne va pas du tout avec son corps de l'époque là, surtout quand il a pas encore la barbe qu'il aura plus tard en tant que X-Pac. J'ai trouvé que la promo était quand même extrêmement répétitive, que c'était super poussif. Je sais pas ce que t'en as pensé, mais moi j'ai pas trouvé ça très très bon. C'était je sais pas, moi je me suis laissé prendre au jeu de la dissension entre les amis. C'est sûr que c'était pas la plus grande promo de tous les temps, mais c'était... non, je sais pas, moi
ça allait. Mais c'est vrai que Mais bon, oui, comme tu l'as. C'est sûr que le Kid, c'est pas le mec qui va être un challenger crédible à quoi que ce soit, en fait. Oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que comme tu l'as dit avant, il y a quelque chose qui vient vraiment parasiter tout le segment là. C'est Jerry Lawler là qui est insupportable quoi, et il y a vraiment une structure où dès qu'il y a une phrase qui est prononcée, lui il a une punchline à rajouter. Et même des fois qui vient se placer sur la réponse quand Razor Ramon parle, tu entends Jerry Lawler qui parle par-dessus. Enfin c'est très très contre-productif quoi. Et c'est surtout aussi très étonnant compte tenu du niveau de professionnalisme de Lawler, etc. quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ouais. Ensuite dans mes notes, parce que j'ai un petit bouquin qui récap tous les résultats de tous les shows depuis 1963 jusqu'en 99 de la WWE. J'ai quand même regardé un petit peu par curiosité qu'est-ce qu'ils ont foutu les mecs, parce que là on enregistre le lendemain de SummerSlam. Donc la veille ils avaient SummerSlam, ils ont enregistré le lendemain. Et ils ont enregistré, alors qu'est-ce que j'ai mis ils enregistrent 2 semaines. Donc ils enregistrent celui-ci, le Raw du 11 septembre et celui du 18, en plus d'autres shows, genre Action Zone ou d'autres épisodes. Donc grosse journée d'enregistrement. Et il faut savoir que donc entre le 28 septembre et le 28 août et le 11 septembre où le Raw sera diffusé, et ben donc là les mecs ils ont tout enregistré et ils vont faire 18 house shows. Donc aujourd'hui les mecs ils catchent 3 fois par semaine, maximum 4, ou comme alors là on enregistre cet épisode au mois d'août, mais le week-end dernier la WWE a annulé 3 SmackDown, enfin 3 house shows de SmackDown quoi. Ils ont annulé toute une tournée. Donc ouais, à l'époque le schedule, la charge de travail il était inhumaine, surtout que au niveau de la foule on peinait à dépasser les 2000 spectateurs, donc t'as les mecs ils se tuaient du matin au soir sur la route quoi. Surtout qu'après les 18 house shows, il faut renquiller avec une journée d'enregistrement et ainsi de suite quoi. Bref, ensuite on a, je pense, le meilleur match par équipe du show. Oui, ça je suis d'accord. Oui, étant donné que c'est le seul. Oui, voilà. Donc c'est les Smoking Guns contre Rad Radford et le Brooklyn Brawler. Billy Gunn saute dans tous les sens. Un match de jobber. Moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'on n'a pas des matchs de jobber à Nitro. Ouais. Billy Gunn a une bonne vieille moustache d'acteur porno hollandais des années 70. Ah oui, la moustache et le mulet, là, c'est une combinaison gagnante. Ah oui, c'était un vrai plaisir. Et le match se termine avec le leg drop où Bart Gunn il tient le mec en sidewalk slam et Billy Gunn fait un leg drop de la 3e corde d'environ 17 mètres de haut. Match pourri qui dure 3 minutes. Par contre, ce qui vient après, c'est absolument pas pourri. Moi, j'ai adoré la promo de Goldust. Oui, tout pareil pour moi, c'est un des meilleurs moments du show, voire le meilleur moment du show. Ah, pour moi, le meilleur moment du show, c'est quand Shawn Michaels fait mine de se déshabiller. Ah oui, bon, on en reparlera. Chacun ses préférences, comme on dit. Donc ouais, dans la promo de Goldust, il était si bizarre et si franchement, allez sur le network et regardez ça parce que c'était un vrai bijou. Ensuite, quand j'étais enfant, j'avais vraiment j'avais 2 phobies majeures. C'était le père Foie là de Fort Boyard et Goldust quoi. C'était vraiment alors je sais pas ce que ça disait de moi sur mon niveau de tolérance à ce moment-là, mais Goldust était vraiment extrêmement effrayant parce que tout cet aspect, voilà, c'était malsain, c'était c'est génial avec du recul là, les promos de Goldust sont formidables vraiment. Ouais, c'est très ça c'est c'est ce que sait faire la WWE encore aujourd'hui mieux que quiconque sur la planète, c'est de présenter des personnages. Et alors à l'époque c'était des personnages plutôt avec les tenues, les interviews. Aujourd'hui c'est plus avec les packages vidéo parce que les personnages par les storylines et les interviews aujourd'hui on est vraiment en dessous de tout. Mais voilà, ils ont toujours eu quelques petits savoir-faire qui font que quand même ils arrivent à sortir du lot. Oui. Ce qui sort du lot, mais au niveau de la piscine de chiasse, c'est ce qui suit avec Isaac Yankem le dentiste contre Scott Taylor.
Bah voilà, c'est un catch des familles du dimanche. Enfin voilà quoi. Oui, alors voilà, ce qu'on peut dire de Scott Taylor, c'est que c'est Scotty Tuotti du coup, qui est à l'époque vêtu en Steiner Brothers. Ouais, c'est vrai, qu'un espèce de pantalon de clown. Là. Donc ouais, bon après ça illustre un peu tout ce qui va mal à la WWE à ce moment-là, quoi. Il y a Yankim vient de battre Bret Hart à SummerSlam, quoi. C'est pas évident. Hein. Oui. Bon, disons que ça fait quand même là le show a commencé depuis là on est à peu près à 20 minutes, on est à la moitié, un truc comme ça, presque aux 2/3. On a quand même eu 2 matchs qui servent strictement à rien et moi ce que j'ai mis dans mes notes, c'est que je suis très curieux parce que là donc on est diffusé le 11 septembre mais enregistré le 28 août. Et l'épisode du 18 septembre est déjà enregistré. Donc je suis curieux de voir si à partir du 25 septembre, s'ils vont un petit peu changer la manière dont ils enregistrent les shows après avoir vu déjà 3 épisodes de Nitro. Oui, je pense qu'ils vont forcément devoir s'adapter parce que c'est vrai que là le produit souffre vraiment de la comparaison en termes de noms sur la carte, quoi. Ouais, et puis on voit qu'on n'est pas dans une grande salle. Enfin, ça fait vraiment high school gym, quoi, la petite salle communale, la salle des fêtes, quoi. Après, il y a ton pote Ted Pettengill qui fait la promo de In Your House numéro 3. Alors ça c'est un grand moment aussi parce que là on est quand même par rapport à ce que présente Nitro en termes d'identité visuelle, etc. On est au Moyen Âge, quoi. On est au Moyen Âge. Ouais, moi j'ai beaucoup aimé au début comment il accueille les gens, il dit salut les dudes et les dudettes. Donc ouais, il nous annonce que lors du prochain pay-per-view In Your House 3, il y aura Razor Ramon contre Dean Douglas, donc ça c'est acté parce qu'on a déjà vu un angle aujourd'hui. On a Bret Hart contre Jean-Pierre Lafitte qui a volé les lunettes de soleil de Bret Hart à un kid dans le public. Donc là pareil, à la WCW, on a Luger qui vient, la raison pour laquelle les mecs s'affrontent, c'est qu'ils veulent s'affronter pour savoir qui est le meilleur. Là, Bret Hart, il affronte un pirate, parce que le pirate a volé les lunettes de soleil à un gamin dans le public. Des vrais enjeux. Des vrais enjeux. On a Bam Bam Bigelow contre le British Bulldog, Savio Vega contre Waylon Mercy, qui faisait partie de ma liste des phobies. Ah. Ouais, moi, il me faisait peur, quoi, quand il faisait ses interviews dans les tables de pique-nique, etc. Je m'étais dit, merde, moi, si je vais à l'orangerie, le mec, il va me piquer mon vélo, tu vois. Et le main event du In Your House 3, c'est Diesel et Shawn Michaels contre Owen Hart et Yokozuna, où tous les titres sont en jeu. Alors là-dedans, il y a une petite... alors visiblement, il n'y a pas de feud, hein, parce qu'on annonce... C'est le premier Raw depuis SummerSlam. C'est enregistré le lendemain de SummerSlam, donc en fait, c'est un petit peu comme le catch d'aujourd'hui, où voilà, les matchs, ils sont annoncés. Mais il n'y a pas de raison pour laquelle les mecs doivent s'affronter, si ce n'est les lunettes de soleil, tu vois. Et donc le main event, donc Diesel est champion de la WWE, Shawn Michaels est champion intercontinental. Et Owen Hart et Yokozuna sont champions par équipe. Donc si par exemple Owen Hart bat Shawn Michaels, il devient nouveau champion intercontinental. Si Yokozuna bat Diesel, il devient nouveau champion de la WWE. Et si un des deux battent ou Owen ou Yoko, eh bien ils deviennent champions par équipe. Ce à quoi Owen Hart et Yokozuna avaient laissé sous-entendre avec l'aide de Jim Cornette, leur porte-parole, que peut-être ils allaient faire exprès d'être disqualifiés. Et ensuite, Gorilla Monsoon a dit que non, si les mecs se font disqualifier, ils perdent des titres. Donc voilà, les enjeux sont là, mais le problème c'est qu'on n'a rien dans ce show qui est directement lié au prochain main event du pay-per-view, quoi. Exactement. Et puis même sur les matchs un peu secondaires, on a Bam Bam Bigelow, il est contre qui déjà ? British Bulldog. Ouais, voilà, là il y a un match du Bulldog, on n'entend pas parler de Bam Bam Bigelow, quoi. Ouais. C'est donc voilà, je trouve que le listing était plus exhaustif que ce que fera la WCW le même jour à Nitro pour présenter les matchs du prochain pay-per-view, mais ils n'ont pas du tout mis l'accent sur les matchs importants. Alors que la WCW, on va voir un petit peu plus tard, oui. Ils ont pas parlé de tous les matchs qui auront lieu à Fall Brawl. Par contre, le main event, le match pour lequel on veut acheter le pay-per-view, là ils l'ont poussé à mort. Donc
Donc voilà. Tiens, pendant que tu vas parler après, je vais regarder discrètement combien de gens ont acheté les pay-per-view respectifs pour voir un petit peu comment ça s'est concrétisé. Donc ensuite, c'est le main event de la soirée qui nous était présenté dès le début du show. C'est Shawn Michaels contre Sid pour le championnat intercontinental. Pour le championnat intercontinental, ouais. Alors on a un petit segment de Shawn Michaels qui est dans le couloir pour se rendre vers le ring, et il y a une échelle qui est posée dans le coin, et il a vraiment une réaction de peur, genre oh, putain, une échelle, ça m'effraie vraiment beaucoup. Ça me rappelle hier soir en fait, quoi. Ça me rappelle hier soir, c'est ça. Donc ouais. Voilà, c'est Shawn Michaels et Sid qui s'affronteront aussi au Survivor Series 96 et au Rumble 97. Donc on a un match qui est classique entre un big man et un catcheur plus petit. Moi je suis, à l'époque, moi je suis fan mais intersidéral de Sid, quoi. Je trouve que c'est un physique, le physique parfait pour un catcheur, quoi. C'est moi quand j'étais petit, je n'avais Dieu que pour Sid Justice, ensuite Psycho Sid, quoi. Bah moi aussi franchement j'étais fan, et puis même dans ce match il était bien ficelé, quoi. Franchement il était bien, quoi. Oui, et là pareil, tu vois, c'est ce qu'on disait sur le match du Bulldog et de Razor Ramon, c'est qu'ils prennent le temps. Sid sort plusieurs fois du ring pour récupérer un peu de heel hit. Il intègre la foule. Ils prennent le temps de poser les bases de ce qu'ils veulent, de l'histoire qu'ils veulent raconter. Et ça, je trouve que c'était vraiment un point fort de cet épisode de Raw. Ouais, c'est vrai. Et alors qu'est-ce qui se passe dans ce match? Est-ce qu'il y a des trucs particulier, non, pas vraiment en fait, à part que Shawn Michaels manque de se foutre à poil après le match. Ah oui, donc ouais, mais ça, ouais, il enlève son slip littéralement. Bah il est rasé de près visiblement, mais en tout cas il est à la limite basse du pubis, quoi. Oui, franchement, on voit la moitié de ses fesses et devant, pareil, limite basse du pubis, comme tu le dis, c'est précisément décrit. Donc ouais, très étonnant, et c'est un petit peu sur cette vision. Ouais, c'est peut-être, on peut peut-être y voir un peu des prémices du tournant un petit peu que va prendre la WWF, dans un petit côté un petit peu plus edgy, un petit peu plus provocateur, pour sortir un peu de. Ouais, faut encore attendre, hein, parce que. Ouais, mais c'est peut-être. Là, on est plutôt dans l'ère du fermier, du fermier et de l'éboueur. Hein. Bah, quel est le but de faire ça, alors, à ton avis? Ah, je pense que c'est pour un petit peu exciter les adolescentes Mais oui, mais c'est plus du tease que de la grossièreté sexuelle. Ah oui, non, je suis d'accord, mais là on est quand même face à un problème. Enfin là, toute la new generation, là, 1995, c'était vraiment l'époque où la WWF était vraiment chiante à mourir, quoi. Et donc je pense que ça fait partie des premières pièces qu'ils essayent de placer pour essayer de pimenter un petit peu le truc. Ils utilisent un peu le côté, le sex appeal un peu de Shawn Michaels. Je pense que ça. Tu joues avec un stabilo ? Non, pas du tout. Ah, d'accord. Ah, je me suis peut-être tapé la jambe. Dis donc, on entend vraiment bien. Hein. Ah, tu as un très bon micro. Hein. Ah, dis donc. Ouais, c'est vrai que c'est chiant à mourir, et quand on regarde Nitro, et on va parler de Nitro maintenant, Nitro est absolument pas chiant à mourir. Nitro, on est devant 3500 personnes, on est en direct de Miami, donc déjà en termes de foule, c'est le double de ce qu'il y a à Raw. Au niveau du rating, on est 2.4, donc 2.4, 2.5 pour Raw, pour moi c'est à peu près kiff. Et le show il commence avec ton pote hardcore. Sabu contre Alex Wright qui n'a que 20 ans quand même à l'époque, hein, il faut le souligner. C'est vrai, oui. Oui. Voilà, c'est bien, t'as bien souligné. Dans ce match, j'ai remarqué un truc que j'ai bien aimé, moi, c'est le tablier du ring qui est transparent avec des lumières, des spotlights de lumière colorée sous le ring. Ce qui fait qu'il y a des côtés du ring qui sont blancs argentés, d'autres qui sont violets. Je trouvais ça très différent. Oui, non, c'est plutôt cool. Et puis là, c'est donc la première fois qu'on voit le vrai stage de Nitro, parce que le premier épisode était enregistré donc dans un centre commercial, et on voit que ce décor a duré jusqu'à mi-99, quelque chose comme ça. Enfin, ils ont tout de suite eu la bonne formule. Là, c'est clair que eux, ils ont un vrai décor. Je veux dire, ça ressemble à quelque chose. Raw, où les mecs ils sortent un petit peu direct des vestiaires, quoi.
Oui, d'un truc en mousse. Oui, non, c'est vraiment en termes de production, en termes d'identité visuelle, comme on l'avait dit avant, la WCW là se place quelques crans au-dessus de la WWF avec l'arrivée de Nitro. Mm. Pour Sabu, alors pendant le match, on a Bobby Heenan qui annonce que Sabu est suspendu dans 17 pays. Ouais. Alors on ne sait pas pourquoi ni comment, mais en tout cas, attention, cet homme est dangereux, il est suspendu dans 17 pays. C'est une information importante. C'est tout à fait ça. Alors il est suspendu dans 17 pays et peut-être que c'est à cause de son style où le mec manque de tuer tout le monde, y compris lui, parce qu'il rate un air sabou dans les barrières. Oui. Donc le mec, littéralement, il court, il se jette en l'air et puis il se dit on verra si c'est les reins, la colonne ou le coude qui va cogner dans les barrières. Mais là, il lance une pièce en l'air à chaque fois qu'il tente quelque chose de risqué, quoi. C'est incroyable. Le côté vraiment aucune importance accordée à son physique, quoi. Ouais. Et là, j'ai remarqué que, il me semble, je sais pas si toi tu as remarqué aussi, j'ai l'impression que le ring est quand même de nouveau à taille réglementaire et taille normale par rapport à la semaine dernière. Oui, non, c'est vrai que le ring était très petit pour le premier épisode. Comment ça se passe? Ça se termine avec une espèce de roll-up un petit peu comme celui de Owen Hart et Brett à WrestleMania 10. Oui. Rien à signaler. C'était un petit match clean, sympa. À la fin duquel. Alors pendant le match, il y a quand même une grosse superplex là qui est effectuée par Alex Wright et pareil, Sabu la vend 2 secondes au sol avant de se relever pour tenter un truc dingue dans les cordes, quoi. Hein. C'est pour ça qu'il est banni. Il a pas le droit de catcher parce que il vend pas, quoi. Il vend pas. Mais sinon, donc après le match, Sabu va chercher une table. Il met Alex Wright sur une table. Je rigole déjà. À l'extérieur du ring. À l'extérieur du ring. Donc juste pour que vous imaginiez un petit peu la scène. Donc il met pas la table dans le ring. Il met la table à proximité des tapis de protection, il met Alex Wright dessus et ensuite il va dans le ring pour visiblement sauter de la 3e corde sur Alex Wright à travers la table, tel que théoriquement on pourrait l'imaginer, en tout cas ils en aient discuté avant le match, tu vois. Et en fait là, Alex Wright il s'assoit sur la table et il regarde et il attend. Comme si le mec il est surpris, genre mais pourquoi il veut que je m'assoie sur une table? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de table? Je suis pas au courant. Et là, Sabu, il saute quand même. Il saute quand même et il saute par-dessus Alex Wright, ce qui fait que Sabu se crache à travers la table. Il rate Alex Wright et Alex Wright, en fait, il tombe avec juste par rapport à la vitesse et au mouvement du truc, quoi. Mais là, dans la catégorie suicide, on est bien, quoi. On est bien. Et donc après, introduction, on en parlera souvent de Nick Patrick, qui donc prend une décision très intéressante suite à cette manœuvre. Tout à fait, la décision, voilà. Donc il a gagné son match de catch, mais on lui enlève la victoire, car après, il fait des conneries avec les tables. C'est un petit peu comme une équipe de foot à qui on enlève la victoire, parce qu'après, ils vont faire les kékés en boîte de nuit. Pour moi, c'est un petit peu l'analogie qui me vient, tu vois. Parce qu'ils ont sali le vestiaire. Voilà, c'est ça. Exactement. Donc du coup, Sabu est disqualifié après sa victoire. Voilà. C'est quand même... Bienvenue dans le catch. Bienvenue dans la WCW. Franchement, de manière historique, quand tu fais une compilation de tous les non-sens, tu te rends compte que il y a très peu de logique dans le catch finalement en fait. Et je me demande pourquoi est-ce qu'on aime le catch et qu'on continue à regarder, parce que si tu regardes... Le truc, c'est que nous, ça nous choque pas trop parce qu'on connaît les codes, on aime le catch et compagnie. Mais si tu montres ça à quelqu'un qui connaît pas trop et qui va s'en remettre à vraiment ce qui se passe, aux règles et tout ça, il va se dire c'est n'importe quoi. Ah oui, non, ça ne fait aucun sens. Et oui, bon, après, ça fait partie de la merveille et c'est aussi ça qu'on aime. Mais oui, là, c'est. Oui. Sinon, on rigolerait moins, quoi. C'est ça. Après, on a une interview dans le ring avec Mean Gene et Ric Flair. Interview de Ric Flair, bien sûr, pas de Mean Gene, où il va parler de son match contre Arn Anderson qui arrive à Fall Brawl. Et là, qui c'est qui débarque? Lex Luger. Voilà. Bien huilé, je dois dire. Ah oui. Bien huilé et quand même avec un physique pareil, un physique vraiment parfait à cette époque quand même.
Oh bah, beaucoup d'époques, il avait un physique. Oui. Voilà. Donc oui, il est. Alors là, dans ce segment, on ne sait pas trop qui est heel, on ne sait pas trop qui est face, parce que pour le moment, Luger est plutôt à coquiner avec Sting, Macho Man et Hogan, donc il est plutôt face. Mais là, il vient avec Ric Flair, ça pose pas trop de problèmes. Ric Flair est heel dans sa feud avec Arn Anderson. Donc on sait pas trop, ça va se déterminer un petit peu plus, un peu plus précisément à la fin du show. Mais par opposition, vu qu'il est quand même face à Hogan et que dans le premier épisode il était quand même assez, il faisait quand même preuve d'assez de véhémence dans ses propos par rapport à Hogan. Je pense que c'est pas forcément établi qu'il soit vraiment encore face là, non? Non, mais en tout cas là dans ce segment il y a Inan qui le dit, hein, il dit on sait pas trop qu'est-ce qu'il veut, donc ça va se préciser à la fin du show. Mais là pour le moment, c'est juste Luger qui est plutôt, je dirais, dans un rôle de star qui vient, qui il fait le tour du propriétaire, il fait un état des lieux là semaine après semaine pour voir un petit peu où se placer. Par contre, dans le match suivant, on a VK Wall Street qui a déjà changé de nom par rapport à la semaine dernière. Oui, c'est ça. Il s'appelait Michael Wall Street, mais là voilà, maintenant c'est VK Wall Street contre Sting pour le championnat US. Là, clairement, Sting il est face, Wall Street il est heel. On remarquera quand même la tenue, je trouve, méga cheap. Et ça, de manière générale, les mecs à la WCW, je trouve que c'est pas parce qu'ils n'ont pas une machine marketing aussi huilée que la WWE, telle qu'ils l'avaient avant, tous les mecs qui sont là, Luger, Shark, qui c'est qu'il y a d'autres là, Wall Street, Brutus Beefcake, ils avaient des gros personnages avant la WWE, et donc ils avaient la machine marketing et surtout les couturières, etc. S'ils faisaient faire ça par des couturières, je pense, parce que là la différence elle est énorme par rapport aux vieilles tenues dégueulasses qu'ils font faire par la couturière du coin, je trouve. Oui, sur cette tenue-là, je pense que ça a pas mal inspiré Bo Dallas aussi, quand même, qui a repris un peu la même tenue que son papa. Mais oui, elle est vraiment. Il aurait pu s'abstenir. Hein. Oui, c'est vrai. Bon, il a jamais trouvé vraiment son look, je trouve, Bo Dallas, en termes de tenue là dans sa carrière de catcheur. C'est vrai. Comment ça se termine ce match? Flying Crossbody, la troisième corde de Sting après un Stinger Splash. Alors il y a quelque chose, je me permets de faire une parenthèse, il y a quelque chose qui est quand même majeur, je pense, c'est que pendant l'entrée de Sting, on a quelque chose de nouveau à ce moment-là, mais qui va être vraiment une marque de fabrique de la WCW, c'est que Eric Bischoff annonce le résultat du main event de Raw pendant l'entrée de Sting. Il dit Shawn Michaels va battre Sid avec un super kick. Donc là c'est la première fois qu'ils utilisent cette tactique. Je pense que j'étais peut-être en train de prendre mes notes et que ça m'est pas parvenu. Par contre, oui, plusieurs fois dans le show, il y a la mention de la WWF. D'ailleurs, sur le network, il n'y a qu'une mention qui est bipée, enfin qui est pas bipée, où ils ont coupé le son, mais il y a plusieurs fois où on entend le terme WWF. Oui. Ouais. Donc oui, Mr. Wall Street, je pense que c'est pas la peine d'en attendre grand-chose dans les mois et dans les années à venir. Alors tu penses que le VK est un clin d'œil à Vincent Kennedy? Écoute, si c'est pas ça, je sais pas ce que c'est. Après, on a un segment où on nous annonce que samedi soir, lors de Saturday Night, WCW Saturday Night, il y aura les débuts de Disco Inferno. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est tout aussi bien que le match qui suit. Et franchement, je l'ai beaucoup aimé, ce match. C'est Scott Norton contre Randy Savage. Mais Norton, malheureusement, j'ai l'impression que ce match, c'est quasiment le sommet de sa carrière à la WCW. Mais moi, Norton, j'étais grand fan et je le suis toujours. Vraiment un match qui était vraiment cool et je trouve qu'il a vraiment pu briller contre le Macho Man. Ah ouais, non, et là clairement il l'attaque avant la cloche. Ouais. C'est la force contre le courage du Macho Man. Enfin, il y a quand même Macho Man, je veux dire, c'est pas Amazing Red quoi. Il saute de la troisième corde. Norton le chope en prise de l'ours. Voilà, tout est normal. Ouais. Non, c'est vraiment une machine. C'est vraiment quelqu'un qui dégage une impression de force physique là qui est génial. Hein. Scott Norton, grand monsieur. Pendant ce match, il y a ton pote Mango McMichael qui nous parle de Monday Night Nitro. Oui. Alors j'avais envie de lui passer un petit coup de fil et de dire oui, mais justement le jeu de mots c'est que c'est Monday Night Raw.
Et que Monday Night Raw se suffit à lui-même. C'est pas Monday Night Nitro, tu vois. Donc il a des petites absences comme ça qui sont. Au niveau des commentaires, t'as encore une pépite de Bobby Heenan pendant ce match qui dit à McMichael, si t'entends un truc craquer, c'est pas un Slim Jim, c'est le dos de Macho Man. Qu'est-ce qui se passe après? Puis la Norton à ce moment-là, il fait son retour à la WCW et après un petit passage à la WWF et New Japan. New Japan, WWF à vérifier. Je crois qu'il était passé un peu à la WWF. Ah ouais, mais alors peut-être pas à la télé, si? Je crois qu'il y a eu quelques petites apparitions. Moi, j'ai des souvenirs de. Ah vas-y, meuble pendant que je fais des recherches. Non, il a juste fait un house show. Alors c'est bien que tu meubles pas pendant que je dis meuble. Ah pardon. Non, on s'en fout, on va pas couper. C'est ça le live, on enregistre en condition de live. Non, Orton apparemment, il a juste fait une apparition le 9 octobre 1994 lors d'un house show en Floride pendant lequel il a battu Bob Holly. Mais sinon, c'était WCW en 93, WCW en 95 et avant la WCW de 93, il était bien entendu à la New Japan. D'accord. À un moment donné, moi ce que j'avais noté là, il y a un DDT là, un peu comme Orton là où les jambes du Macho Man sont alors pas sur la deuxième corde mais sur la troisième corde. Et ensuite un DDT où c'est vraiment d'un danger extrême et Macho Man a failli mourir à ce moment-là. Je sais pas si tu l'as noté. Oui, mais c'est les années 90, tu sais. Oui, enfin c'est quand même très effrayant à regarder. En niveau commentaire et connaissances techniques, il y a un moment Savage qui saute de la troisième corde qui écrase la tête de Norton au tapis du ring. Suite à quoi Bischoff dit Brainbuster. Non, ils ont du chemin à faire quand même. Ouais, mais là franchement c'est à des années-lumière niveau qualité de divertissement. Enfin, les matchs comme tu dis ils sont moins propres, ils sont moins posés, moins travaillés que la WWE. Mais niveau divertissement, en Raw je me suis ennuyé. Là je suis clairement diverti et j'ai plus envie de regarder Nitro la semaine prochaine, quoi. Ah oui, non, c'est sûr. Non, franchement, c'était un très très bon match là. Enfin, pour ce que ça représente, etc. J'ai trouvé que c'était très efficace. Et donc à la fin, on a encore, comme à chaque fois, le Dungeon of Doom. Ouais. Explique-nous un petit peu cette fin de match. Intervention du Dungeon of Doom. Moi, j'ai trouvé que le finish est ridicule. Le finish est ridicule. Bah ouais, enfin c'est un petit peu indescriptible quoi parce que ça n'a servi à tu vois j'en perds mes mots quoi. Parce qu'en fait on va un petit peu expliquer aux auditeurs. Vas-y. Donc tous les freaks du Dungeon of Doom arrivent comme la semaine précédente. Ouganda. Comme la semaine précédente. Quoi ? Ouganda. Ah oui, Ouganda, exactement. Voilà, et comme la semaine précédente, ils se font balayer en 4 secondes. Et donc là, Earthquake... c'est quand même le clan le plus puissant de la WCW, mais à chaque fois que les mecs ils se ramènent tous ensemble, ils se font défoncer par qui que ce soit en 2 secondes. Oui. Mais je t'ai dit, dans le build, il n'y a aucun moment où ils prennent l'avantage, où ils sont considérés comme une réelle menace. Là, il y a un War Games qui arrive la semaine prochaine et ils ne sont absolument pas crédibles. Et donc là, pendant cette mini bagarre, Earthquake, donc du coup Shark, tombe avec de tout son poids sur les jambes de Norton qui est allongé au sol. Comme il est énervé après, putain. Ce qui fait que Norton ne peut pas se relever. Et donc il a les épaules rivées au sol et donc il gigote pour s'échapper de tout ça. Mais donc du coup c'est à ce moment-là que Macho Man en profite pour faire sa descente du coude sur Norton qui est bloqué par son copain, enfin par Shark du Dungeon of Doom. Enfin c'est ridicule. Qu'est-ce qu'on a ensuite ? Mais moi j'ai bien aimé quoi. Il y avait une espèce de tension omniprésente. Tu vois que c'est le bordel quoi et ça donne une légitimité, une spontanéité au truc. Mais de toute façon, dans tout ce que Norton fait, il y a une intensité qui transpire vraiment. Moi, je pense qu'il il a pas eu la carrière qu'il a mérité en Amérique. Ouais. Et pendant ce match, il y a aussi Bischoff qui dit par rapport à Wall Street, il y a 9 jours encore, il était encore à la WWE. Ben ouais, non. Non. Il est là. Donc ensuite, on a de nouveau ta pub préférée de la dystrophie musculaire qui présente Fall Brawl.
Oui. Donc, ok. Et ensuite, on a le main event tant attendu entre Lex Luger et Hulk Hogan pour le championnat du monde de la WCW. Luger c'est présenté plusieurs fois comme le match du siècle. Hein. Le match d'Us, effectivement. Luger se montre un petit peu plus heelish. Oui. Déjà au tout début, il y a une espèce de, il y a un potentiel clean break, mais qui ne se fait pas. Oui. Enfin, c'est un clean break, mais Luger montre que peut-être il aurait pu mettre un coup de poing. Donc là, on voit que le mec, on sait pas trop quoi. On sait pas trop. Ensuite, il y a Hogan qui fait une souplesse à Luger qu'il ne vend pas. Souplesse, là, il la porte du côté droit. Alors moi, ça m'a choqué. Ensuite, Luger fait pareil. Il porte une souplesse à Hogan côté gauche, donc correct. Hogan ne vend pas. Et là, la foule commence à péter les plombs quoi. Ah oui, non, mais là, c'est vraiment un moment qui est génial. Là, le no-sell des deux à la suite, là, c'était vraiment super. Ouais. Luger prend un petit peu son temps, il sort du ring, on rementionne la WWF où Bischoff lui dit quand Luger il sort du ring et que voilà il reprend un peu ses esprits, il fait bah oui c'est sûr qu'il n'était pas habitué à ce niveau à la WWF. Oui, et puis il dit justement qu'un main eventer, enfin que du coup Luger n'est pas habitué à ce niveau de compétition, et du coup qu'un main eventer WWF ne serait même pas mid-carder à la WCW, alors qu'on a présentement dans le ring un mid-carder WWE qui est en main eventer à la WCW. C'est exactement ça. Et puis alors après, Luger pour la première fois va nous sortir son torture rack. Alors, torture rack qui deviendra une soumission. Donc, quand le mec il le chope, on attend ce que le gars abandonne. Là, en fait, c'est plutôt prise du sommeil. Hein. Donc, oui. On attend que Hogan s'endorme, alors que le mec le secoue quand même, tu vois. Oui. je te prends sur les épaules, je saute up and down et je me dis ça va t'endormir, tu vois. Donc là, on est, c'est divertissant, mais il y a quand même un peu de conneries, quoi. Inan pendant le match essaye de sceller un petit peu, de vendre la rivalité plus globale qui a lieu en ce moment avec le Dungeon of Doom en disant que voilà quand Hulk Hogan est dominé un peu par Lex Luger, c'est sûrement qu'il a la tête au Dungeon of Doom et qu'il est quand même un petit peu effrayé de ce qui l'attend à War Games, alors que comme on l'a dit le Dungeon of Doom ne représente absolument aucune menace quoi. Oui, et d'ailleurs même s'il est un petit peu soucieux de son avenir face au Dungeon of Doom, ça ne l'empêche pas de relever son bras avant la troisième fois pendant la soumission, de se dégager direct du pinfall que va faire Luger après, et ensuite là, on a de nouveau pour la deuxième c'est pas la deuxième semaine consécutive, j'ai des conneries, mais là on a de nouveau une DQ, donc là j'ai eu le sentiment qu'il y a déjà pas mal de DQ à la WCW en seulement 2 épisodes. Chose qu'on n'a pas à la WWE où là on garde les choses quand même clean, on fait des finishes, les matchs se terminent, voilà. Ça commence, trop de DQ à la WCW. Donc il y a le Dungeon of Doom qui arrive, il y a Luger Savage qui arrive, il y a Sting qui arrive, c'est le bordel, c'est le cirque complet. Une fois de plus, le Dungeon of Doom, ils se font dégager en 3 secondes et demie. Et là, ça continue à chauffer entre Hogan et Luger qui finalement n'ont pas eu leur match, enfin ils n'ont pas eu une conclusion à leur match. Et là, il y a Minjin qui arrive avec le micro. Les mecs ils sont ils sont prêts à se fighter. Puis là, t'as Minjin qui arrive, avec le micro. Bon alors, dites-nous pourquoi ça chauffe. Donc ouais, t'as Hogan qui demande à Luger s'il est pote avec le Dungeon of Doom. Il y a Sting qui coupe tout et qui dit ouais, mais il faudrait qu'on prenne Luger quand même. Dans notre équipe à Fall Brawl, alors je sais pas pourquoi il nous sort ça, parce qu'effectivement, là c'est pas forcément le propos. Savage, il est pas d'accord. Bon, toi tu l'avais rappelé la semaine dernière aussi que Vader, qui devait faire équipe avec eux, ne sera pas présent à Fall Brawl. Ensuite, tout d'un coup, Savage il change de sujet et il dit pourquoi est-ce que les Dungeon of Doom nous ont tous attaqués, mais pas toi Sting. Est-ce que tu nous caches quelque chose? Il a 3 trains d'avance, lui. Et là, t'as Hogan qui arrive et qui fait mais alors, Luger, est-ce que t'es pote avec Dungeon of Doom? Donc, il n'y a aucune continuité, les mecs parlent de ce qu'ils ont envie de parler. Et donc, en fait, qui c'est qui est le maître des débats? C'est Sting, qui est un peu le maître des débats, qui dit moi je veux Luger. Savage qui dit non, et puis évidemment, ils vont donner le vote déterminant à Hulk Hogan, qui accepte Luger, mais uniquement parce qu'ils veulent tester.
C'est-à-dire que je reconnais la valeur de Luger la semaine dernière. Je lui donne un match pour le championnat. Aux commentaires, on dit que Luger, c'est un main eventer, blablabla. Et j'ai besoin d'un remplaçant pour compléter mon équipe dans le main event, dans la double cage, contre les Dungeon of Doom, parce que sinon, on va se faire défoncer. Et je prends un mec dont je ne suis pas sûr, en disant, allez, on va tester. Avec en plus la contrepartie que Luger accepte s'il a un futur title shot. Exactement. Mais il me semblait qu'il venait de l'avoir. C'est ça. Oui, mais la WCW, c'est ça, c'est ce qu'on disait la semaine dernière, c'est qu'ils donnent des gros matchs à la télévision, mais que malheureusement, ces gros matchs trouvent quand même rarement de conclusion définitive où ça laisse toujours planer le doute ou la possibilité d'un rematch, etc. Et ça n'en finit jamais. Ouais. Et donc c'est là-dessus que le show se termine avec la conclusion des commentateurs que moi j'aime bien. Et qui d'ailleurs entre guillemets presque s'impose parce que vu tout ce qui se passe dans un show Nitro, c'est bien qu'on prenne 30-45 secondes à la fin du show pour que les trois commentateurs nous retracent les grandes lignes et des grands enjeux et des grandes choses qui se sont développées dans ce show et qu'est-ce qu'on est en mesure d'attendre pour la semaine prochaine. Oui, c'est ça, c'est une bonne initiative et ça permet aussi d'introduire à chaque fin d'épisode le chien de Mongo McMichael qu'on voit toujours à ce moment-là. Ouais, et puis ça donne aussi, ça renforce vraiment le côté live par rapport à Raw où, à part l'apparition de Vince McMahon pendant l'interview du Kid et de Razor, c'est rien d'autre qu'un house show très bien filmé en fait. C'est vrai. Donc voilà, c'est là-dessus que se conclut le premier vrai épisode de Wrestling Clinic Radio France spécial Monday Night War. Donc oui, c'est outre le manque de logique, les manques de logique et les erreurs flagrantes de la WCW. Malgré tout, je me remets à la place d'un fan de catch de l'époque. Le show que j'ai envie de voir la semaine prochaine, c'est Nitro et c'est pas Raw. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Après, c'est vrai qu'il y a quand même quelques défauts qu'on n'a pas forcément vu dans le premier épisode, mais qu'on voit là dans le deuxième, à savoir qu'il y a vraiment des problèmes de continuité. Par exemple, on a parlé avant de VK Wall Street. Alors, Viking Experience, il change de nom de semaine en semaine, etc., etc. Et qu'en plus, il est présenté dans le premier épisode comme un. Enfin, moi, quand j'ai vu cette promo, je l'imagine comme un acteur majeur là pour le futur de la WCW. Il perd son premier match immédiatement. Donc oui, ça c'est des défauts qu'on voit pas forcément dans le premier épisode parce que voilà, il a dressé la table, mais à partir du deuxième, on voit déjà qu'il y a des vrais problèmes de continuité, qu'il y a des choses qui sont mises en avant, qui sont ensuite abandonnées, etc., etc. Mais oui, dans l'ensemble, c'est bien plus fun en fait. Il y a vraiment un côté il y a un côté beaucoup plus excitant qui est constant et comparativement à Raw, c'est hyper marqué où t'as d'un côté quelque chose qui est chiant comme la mort où c'est vraiment en plein creux face à quelque chose qui monte en flèche et qui transpire tout ce qu'il y a de positif, quelque chose de nouveau, quelque chose de frais, etc. Ouais. Et puis quand quand tu kiffes en fait, tu réfléchis pas. Nous, on réfléchit un petit peu avec les incohérences, les trucs, les machins, parce que là, on débriefe pour vous, et puis voilà, c'est aussi des bonnes petites tranches de rigolade, mais de manière générale, si tu kiffes, tu t'en fous des incohérences. Et un truc très logique que tu kiffes pas, en fait, ça t'excite pas plus que ça non plus. Ouais, non, c'est vrai. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté le podcast jusqu'à la fin, les amis. Évidemment, nous, on va vous retrouver dans une semaine pile, le 18 septembre, pour le prochain épisode de spécial Monday Night War. Je vous en dis pas plus, hein. On va pas spoiler sur ce qui va se passer. Et surtout puis, pas. Non, surtout pas. Merci à toi, Dimitri, d'être toujours présent. On va te retrouver de toute façon chaque semaine. Merci à toi, j'ai grand hâte. Et voilà, tu as grand hâte. Et puis voilà, vous savez comme d'hab que d'ici le podcast de la semaine prochaine, il ne vous reste pas grand chose à faire, si ce n'est garder la passion et regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.